Bonjour à toutes et tous, Pierre 1911. Aujourd'hui, nous allons parler, non pas technique, mais nous allons parler de ce qui me semble essentiel dans un projet d'autonomie à vraiment surveiller pour, si possible, éviter les échecs. Le facteur d'échec, en fait, global. C'est une question qui m'est très souvent posée et qui est une question complexe, qui est une question non seulement complexe, mais qui nécessiterait des heures et des heures d'explications et de débats, et que je ne vais pas lancer en fait ici. Je verrai trois choses en fait à mettre en avant. La première, c'est vraiment la question du besoin. Aujourd'hui, on est dans une société qui fait qu'on ne raisonne qu'en moyens et on ne raisonne absolument pas en fait en besoin. Je peux citer tout un tas d'exemples. Vous prenez par exemple un CV, c'est la liste en fait des moyens que vous mettez à disposition d'une entreprise. Si vous prenez par exemple le smartphone que j'utilise pour tourner cette vidéo, si vous regardez sa couverture fonctionnelle, c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire, eh bien c'est donc une caméra, c'est aussi une calculatrice, c'est aussi un GPS, c'est aussi un ordinateur, c'est aussi en fait un téléphone. Et quand on regarde en fait ce qu'on possède, le panel de tous les outils de ce type-là que nous possédons, on voit qu'en fait qu'il y a une redondance de ces fonctionnalités qu'on va retrouver dans une voiture, qu'on va retrouver dans un téléphone, qu'on va retrouver dans une maison. On passe notre temps à essayer d'acheter, de posséder en fait tous ces outils dont des fonctionnalités existent déjà dans d'autres outils. Et on se dit toujours, mais ça nous servira au cas où. Or, la question d'autonomie questionne vraiment le besoin. Et l'autonomie, c'est vraiment d'essayer de développer le moyen qui va correspondre en fait aux besoins, mais aux besoins, aux seuls besoins, aux besoins profonds. Et on ne va pas multiplier les moyens de parvenir en fait à subvenir à ce besoin. Or, c'est ce qu'on fait par éducation, c'est ce que la société nous pousse à faire de plus en plus et nous éloigne véritablement en fait du besoin. C'est vraiment une question mais fondamentale sur laquelle il faut se pencher et se dire que c'est une question qui se repose nécessairement tous les jours. Parce que on croit maîtriser ses besoins, et j'ai été dans des tonnes de situations personnelles et extérieures qui ont montré que c'est la plupart du temps faux. On maîtrise très 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 mal en fait ses besoins, et donc a fortiori ça nous complique énormément la tâche que d'essayer de répondre à des besoins qui ne sont pas les bons et qui sont redondants. Voilà, ça c'est vraiment se compliquer la tâche. Donc ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est le facteur humain. Alors le facteur humain, il s'entend dans un groupe, mais il s'entend aussi dans un individu. C'est-à-dire que on se lève pas toujours d'humeur égale, donc d'une journée à l'autre, on peut dire on peut être une personne différente, d'une heure à l'autre, d'un moment de la journée à un autre, d'une année à l'autre, du fait des expériences. C'est normal, ça fait partie en fait de l'individu, ça fait partie en fait aussi de son apprentissage. Voilà. Et ce facteur humain qui existe au niveau de l'individu, et bien il existe encore plus en fait au niveau des groupes. Que ça soit d'un couple, que ça soit d'une famille, que ça soit de gens qui essayent de mettre en place en fait un projet. Je pense par exemple aux gens de la ferme légère, qui est un projet qui est vraiment super, avec qui j'ai des interactions, et qui maîtrisent très bien des outils comme la CNV et tout ça, qui sont très aboutis dans leur projet. Néanmoins, ils ont très régulièrement affaire au problème du PFH. Et donc, lorsque vous démarrez en fait un projet, a fortiori, comme je l'ai expliqué en fait sur le point numéro 1, si vous n'avez pas bien maîtrisé, défini quel était votre besoin, vous allez essayer de constituer un groupe lequel va devoir apprendre à se connaître, et le groupe va essayer de répondre à des besoins qui sont individuels. Il y a des besoins en fait qui sont collectifs,
qui peuvent être en fait aussi différents, et forcément ça va pas bien fonctionner parce que vous allez courir après des choses qui ne sont pas nécessaires, et en plus en sachant pas forcément comment les uns et les autres fonctionnent, avec des hauts et des bas, avec ce fameux PFH, et ben on voit quand on mixe en fait les deux, le point numéro 1 que j'ai évoqué et puis le PFH, ben, ça donne des situations qui sont très détonnantes. Et la troisième chose, c'est la question en fait de l'organisation. C'est-à-dire que bah, je remarque qu'il y a des projets qui tentent de sortir et que l'organisation n'est absolument pas maîtrisée. Et tout de suite, ben, ça amène des situations difficiles parce qu'on va avoir tendance en fait à s'épuiser parce qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Et on va se créer un certain nombre de problèmes tout seul. Comme des grands, qui vont être des problèmes qui vont être très difficiles à surmonter. Alors j'ai un exemple précis qui est très connu en fait dans le monde du maraîchage lorsque les gens en fait s'installent. Je m'explique. Vous voulez faire des tomates, vous décidez donc je tourne cette vidéo au mois de janvier, c'est à peu près à cette période qu'il faut commencer en fait à semer les graines de tomates en godet pour pouvoir les planter en gros après les seins de glace, c'est-à-dire en fonction des régions aux alentours du mois de mai. Bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous plantez vos tomates, vous faites vos godets, voilà, vos tomates commencent en fait à sortir. Et puis vous arrivez au mois de mai et puis vous les installez. Et puis comme c'est la première année, ben, vous avez couru partout à droite et à gauche et vous n'avez pas fini votre irrigation. Et on se retrouve au mois de juin, au mois de juillet, où les températures commencent en fait à grimper, où les tomates commencent en fait à demander de l'eau. Et là, on va pas tomber dans le fantasme. Hein, je parle en fait d'une grosse production maîtrisée, donc de pas arroser en fait les plants de tomates. Je connais de mémoire. Alors il y a un professionnel qui le fait, mais qui aujourd'hui ne fait que des graines, c'est Pascal Pot, hein, d'accord. Donc il ne produit plus vraiment en fait des fruits autre chose que pour en fait récupérer des graines. Je dénigre pas son travail, hein, mais voilà, il ne se nourrit plus en fait avec ces tomates-là, il ne fait que des graines. Et je connais en fait un seul autre professionnel qui n'arrose jamais ses plants de tomates, mais qui est dans des conditions extrêmement particulières. Et bref, donc pour en revenir à ce qu'on voit un peu partout après un début d'installation chez les maraîchers, c'est qu'on a des maraîchers qui se retrouvent avec 200, 300, 400 plants de tomates qui sont installés sous serre, pas de système d'irrigation, et donc le mois de juillet et le mois d'août, eh ben c'est l'enfer pour eux, parce qu'ils se relèvent la nuit pour arroser en fait les plants de tomates. Ils courent toute la journée parce qu'il leur a manqué à un moment donné une semaine de travail qu'ils n'ont pas prévu dans leur organisation suffisamment tôt. Et du coup, il se crée en fait un calvaire. C'est un été après lequel en fait ils sortent, ils sont complètement laminés, épuisés, parce qu'il leur a manqué une semaine, voire même 3 jours pour installer en fait correctement l'irrigation. Alors cet exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais je veux dire, il y a pas de fumée sans feu. C'est quelque chose qui, grâce au réseau MSV, on a pu récolter des tonnes et des tonnes de témoignages identiques sur ces installations, sur ces premières années où les gens courent après la production et ils ne se posent pas véritablement la question réelle du besoin, et ils y mettent en fait une mauvaise organisation, donc organisation qui est censée en fait mettre en place en fait les moyens, et ils se plantent complètement. Et ils se retrouvent avec un moral dans les chaussettes et beaucoup de questions alors qu'ils n'ont pas fait une première année au niveau chiffre d'affaires en termes de résultats qu'ils espéraient, et qu'ils avaient déjà plutôt mis à la baisse. Et puis là encore, c'est encore moins bien que ce qu'ils avaient prévu, parce que souvent il y a de la casse quoi en face d'un truc comme ça. Je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, mais ça illustre bien que l'ordre dans lequel vous allez faire les choses, les priorités et la manière de s'organiser. Si vous êtes comme moi sur un très grand terrain, si vous faites, moi la distance qu'il y a entre la route et mon lieu de production, c'est 300 mètres. Si je le fais 10 fois par jour, 600 mètres fois 10 fois par jour, ça fait que je me tape 6 km. Ça paraît en fait pas grand chose, mais à la fin de la journée, ça compte quoi. Et les 10 fois, je l'ai fait, mais tranquille. Donc, j'ai pas intérêt d'avoir oublié un truc
j'ai intérêt de savoir très clairement comment je m'organise. Alors c'est vrai sur des échelles très petites, c'est vrai aussi sur des échelles très grandes. Mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est important, c'est un petit peu comme l'histoire aussi des besoins, où on pense trop moyen, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société qui veut maîtriser énormément de choses. Or, dans un projet d'autonomie, il y a la surprise, mais elle est non seulement quotidienne, mais elle est quasiment de chaque minute. Orca qui vient de passer en fait là, entre mes jambes, il y a peut-être un ragondin qui va passer là, un voisin qui va s'inviter, alors que je suis en train de tourner, mais ça c'est rien, mais il va falloir le gérer. Et donc ça c'est vraiment crucial d'avoir une certaine souplesse, c'est d'être capable de gérer deux choses en même temps, c'est d'avoir une organisation et de remettre en question cette organisation parce qu'il y a des impondérants, parce qu'il y a un arbre qui tombe, parce qu'il y a une bête qui est malade, parce qu'il y a un coup de vent, parce qu'il se met à tomber de la neige au mois de mai, voilà, des choses comme ça. Et il faut savoir s'adapter, et c'est aussi la résilience. Et c'est ça qui est aussi en fait particulier dans un projet d'autonomie, c'est comme vous êtes beaucoup seul face à ces problèmes, c'est qu'il faut être sans cesse capable de s'adapter, il faut être sans cesse capable de regarder à l'échelle micro et à l'échelle macro. Il y a des changements d'échelle en fait qui sont constants et qui sont qui répondent en fait qui sont normaux par rapport à je sais pas si je fais une faute de français ou pas, mais bon, bref, c'est une situation absolument normale dans un projet d'autonomie. Si vous ne voulez pas gérer ce genre de problème, il faut absolument pas vous lancer dans ce type de projet parce que ça sera ça en fait votre quotidien. Voilà, j'espère pas trop vous avoir perdu sur ces débats qui sont presque philosophiques, mais qui sont hyper importants. C'est ce que je regrette beaucoup, moi, dans l'approche qui est faite de la permaculture. C'est que la permaculture, en tout cas, ceux qui l'ont pensé au départ, voulaient essayer d'insuffler quelque chose qui est de l'ordre, en fait, de la philosophie, et les gens vont y chercher, en fait, de la technique. Et ça, c'est une très, très grosse erreur. Mais j'en veux pas en fait à toutes les personnes qui aujourd'hui veulent faire de la recette et tout ça. C'est parce qu'en fait on est formaté comme ça. Ils veulent se rassurer en voulant maîtriser des petits bouts. Et c'est sûr qu'en fait on maîtrise pas une philosophie, on maîtrise pas des concepts qui sont extrêmement profonds du jour au lendemain. Et d'ailleurs on ne les maîtrise jamais. J'aurais pas la prétention de les maîtriser. Je ne sais pas qui peut avoir la prétention en fait de les maîtriser parce que tous les jours j'apprends. Et c'est ça qui est aussi formidable, c'est que c'est une école de vie au quotidien. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais vite un petit panoramique si j'ai encore un petit peu de batterie. Voilà, profitez bien de tout ça parce que moi, j'en suis ébahi encore tous les jours. Voilà, à très bientôt j'espère. Au revoir.